à ce moment-là, les animaux existaient déjà, depuis un certain temps d'ailleurs. Mais si on pouvait observer la Terre depuis l'espace, il y a quelque chose qui nous semblerait très très étrange. Sur les continents, il n'y aurait pratiquement rien de familier. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de grands arbres. Et évidemment, il n'y a aucun animal terrestre. Parce que la vie est encore presque concentrée dans les océans. Au début du Cambrien, à partir d'environ 539 millions d'années, les animaux commencent à se diversifier très rapidement entre guillemets. Et au milieu de tous ces animaux marins, apparaît aussi la lignée qui va nous intéresser particulièrement dans cet épisode. Alors, relax. On va bien sûr parler de la lignée des chordés. Ça s'écrit C-H-O-R-D et S. Puis des vertébrés. Alors pour info, dans l'épisode précédent, je me suis trompé sur la prononciation des archées. On ne dit pas archer mais bien archée. Bref, au départ, on est encore très très loin d'un animal qui est capable de marcher sur la terre, bien sûr. Je vais peut-être augmenter un peu la sensibilité. Voilà. En fait, on va passer par de petits animaux marins, puis par les premiers vertébrés et une immense diversité de poissons. Parce que le truc, c'est que sortir de l'eau, c'est très très difficile. Ça pose énormément de problèmes. Parce qu'il faut respirer, il faut soutenir son propre poids, il faut se déplacer et il faut aussi éviter de dessécher. Et bien sûr, le plus difficile et ce qui va arriver en tout dernier, c'est la reproduction en dehors de l'eau, loin d'un milieu aquatique. Et ça, c'est très très difficile. Et c'est justement cette histoire qu'on va suivre aujourd'hui. Alors, installe-toi, relax, détends-toi. Détends-toi, détends-toi. On arrive au début du Cambrien. Donc il y a, comme je l'ai dit, 539 millions d'années, c'est important à retenir. De nombreux plans, grands plans d'organisation du corps apparaissent à cette époque et on le sait grâce aux archives fossiles. On a des animaux segmentés avec des grandes appendices articulées, des yeux et puis des systèmes digestifs plus complexes. C'est ce qu'on appelle en fait l'explosion cambrienne. Bon, par contre, explosion, elle s'est faite sur des millions d'années. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de l'évolution, on peut quand même parler d'une explosion. Parce que le changement reste quand même rapide. L'évolution, ça met énormément de temps, faut pas l'oublier. Et surtout, les océans deviennent beaucoup plus dangereux. Il y a de nombreux animaux qui se développent et qui développent des particules
survit plus facilement. Mais un prédateur capable de briser cette protection obtient un avantage puisqu'il obtient plus de nourriture. Et la proie doit alors développer une meilleure défense et ainsi de suite. C'est un peu une course aux armements qui commence à s'installer dans les océans. On peut comparer ça à deux pays en guerre. C'est une course à l'armement, clairement. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'on possède même des traces fossiles montrant que ce genre d'interaction entre prédateurs et proie existait bel et bien déjà au Cambrien. Du coup, je vous ai sélectionné quelques exemples d'animaux qui sont assez sympas. On a Anomalocaris. Anomalocaris. Je te mets son image à l'écran, ok. C'était l'un des plus grands animaux de certains écosystèmes cambriens. Avec, comme tu peux voir, de grandes appendices à l'avant de la tête pour attraper ses proies. Et il a des yeux très développés. Ça me rappelle toujours le jeu sport. Je sais pas si vous y avez joué vous. Mais moi je devais avoir 10-12 ans quand j'ai joué. C'était excellent. Donc c'était il y a presque 20 ans. Et on l'a longtemps imaginé en train d'attraper genre des triopites. Je pense que tu connais cet animal, c'est celui qui est allongé là avec des stries là. Mais après, les chercheurs ont finalement pensé que ces appendices n'étaient pas vraiment faits pour broyer directement la carapace des triopites qui était très dure. D'ailleurs, les triopites ils vont devenir extrêmement nombreux, hein, ils vont beaucoup se diversifier. Il y en a certains qui vont posséder des yeux hyper élaborés. D'autres vont posséder des épines ou des carapaces qui sont très solides. Mais ils occupent une grande variété de modes de vie sur les fonds marins. Et à côté de ça, on trouve des animaux beaucoup plus bizarres, comme Hallucigenia, que je te mets à l'écran de nouveau. Je vais vous mettre tous les animaux à l'écran, comme ça au moins
sensations à lire. Voilà, c'est ça. Et au-dessus, il a un cordon nerveux qui permet de transmettre les informations entre les différentes parties de l'animal. Donc c'est intéressant, il se différencie un peu des autres. Et la région de la tête commence aussi à être mieux différenciée, avec un crâne primitif protégeant les organes sensoriels et le cerveau. Donc ça aussi c'est une nouveauté. Et au cours de l'évolution, des éléments vont progressivement se développer autour de la notocorde et du système nerveux. C'est ce qui donnera finalement les vertèbres. Et ce système, il a un énorme avantage quand même. C'est qu'au lieu de porter une armure uniquement à l'extérieur du corps, l'animal possède une structure interne sur laquelle les muscles peuvent s'appuyer. Ça ressemble un peu, si tu veux, c'est comme notre cage thoracique, hein, c'est une armure interne quand même. Les muscles peuvent s'appuyer dessus, hein, ça permet d'augmenter notre force, notre résistance. Et ça permet un contrôle de plus en plus précis des mouvements aussi, ça c'est important. Mais à cette époque, ces petits vertébrés, ils sont loin de dominer les océans. Ils vivent au milieu des arthropodes, des mollusques et de plein d'autres animaux qui sont beaucoup plus abondants. Donc c'est un petit peu des éléments rares de ce système. Puis on avance dans le temps un petit peu. Pendant l'Ordovicien. L'Ordovicien, c'est une époque qui se trouve entre 487 et 443 millions d'années. C'est pas une époque qui est très connue parce qu'elle est assez courte. Mais à partir, pendant cette époque, les vertébrés deviennent plus diversifiés. Et pendant cette longue diversification, probablement entre guillemets, une innovation va modifier la manière dont certains vertébrés se nourrissent. C'est une toute nouvelle invention que nous-mêmes on a encore aujourd'hui. Et qu'on tient de ça, c'est bien sûr la mâchoire. En fait, les plus anciens vertébrés à mâchoire sont hyper difficiles à reconstituer parce que leurs premiers représentants sont super mal conservés. Mais aux siluriens, ils sont déjà présents. Alors le silurien, je regardais les dates du silurien. C'est entre 443 et 419 millions d'années, hein, voilà, c'est le silurien. Donc c'est juste après l'Ordovicien. Mais bon, ça t'es pas obligé de retenir honnêtement, c'est quand même des périodes qui sont assez particulières. Enfin bref. Mais on connaît même aujourd'hui des poissons à mâchoire presque complets qui datent d'environ 436 millions d'années. Donc qui datent du silurien. Et cette mâchoire va ouvrir
de ce moment, les poissons vont pouvoir exploiter beaucoup plus de types de nourriture. Pendant le Dévonien, donc on avait vu que le Silurien il se finit en 419. Et entre 419 et 359 millions d'années avant notre époque, il y a le Dévonien, donc c'est quand même une grosse période. Et là, les poissons prennent vraiment une place de plus en plus importante dans les écosystèmes aquatiques, et notamment grâce à cette mâchoire. Plusieurs grandes lignées sont déjà présentes. Il y a les poissons cartilagineux. La branche, ça en fait c'est la branche qui donnera les requins, etc. Il y a les poissons osseux, dont le squelette est davantage ossifié. Et puis, il existe des groupes qui disparaîtront totalement, comme les placodermes. Les placodermes, c'est un genre de poisson avec des plaques, je pense que tu l'as déjà vu. De toute façon, je te mets une image. Et certains de ces placodermes deviennent de très grands prédateurs. Mais ils finissent par disparaître, malheureusement. Mais pour notre histoire, on va surtout regarder les poissons osseux. Très tôt, ils se divisent en deux grandes branches. La première, ce sont les poissons à nageoires rayonnées. En fait, leurs nageoires, elles sont principalement soutenues par une série de rayons fins. Et ce groupe connaîtra un énorme succès. Presque tous les poissons que tu vois aujourd'hui appartiennent à cette branche. La deuxième, ce sont les poissons à nageoires charnues. C'est ce qu'on appelle les sarcoptes. Alors, est-ce que j'arriverai à le prononcer? Les sarcoptérygiens. Les sarcoptérygiens, voilà. Parce que moi-même, j'ai pas une mémoire incroyable. Mais j'ai pas retenu ces mots-là, ça c'est sûr. Les sarcoptérygiens. Voilà. Et extérieurement, pardon, la différence, elle a l'air assez simple. Mais quand on regarde à l'intérieur de la nageoire, l'organisation n'est pas du tout la même. La base contient des os robustes, entourés de muscles, avec une architecture qui commence déjà à rappeler de très loin celle d'un membre, genre ton bras, mais bon, de très loin quoi. Alors bien sûr, ces nageoires elles ne sont pas apparues pour marcher, hein, faut pas s'imaginer ça. Elles servent encore à des poissons qui vivent dans l'eau. Mais cette organisation va offrir à certaines lignées des nouvelles possibilités de mouvement. Et elle va continuer à se transformer pendant des dizaines de millions d'années. Et c'est justement parmi ces poissons à nageoires charnues qu'il faut chercher la branche qui donnera beaucoup plus tard les premiers vertébrés capables de s'appuyer sur quatre membres et donc de vivre en dehors de l'eau. Mais pour comprendre comment on passe d'une nageoire à quelque chose qui ressemble progressivement à une patte, il faut regarder de beaucoup plus près
plusieurs os entourés de muscles. Chez certains poissons à nageoires charnues, ces os ils commencent à s'organiser autour. Ils commencent à s'organiser d'une manière qui rappelle très grossièrement nos membres. On trouve d'abord un gros os, puis deux autres, puis plusieurs petits os plus loin. Et bien sûr, ce ne sont pas encore des bras ou des jambes. Ces animaux, il reste des poissons. Mais une partie de l'organisation qui donnera beaucoup plus tard nos membres est déjà présente dans leur nageoire. Et ça, c'est important. Et cette transformation, elle se déroule dans un monde qui change beaucoup. Au Dévonien, les plantes se développent sur les continents et les premières forêts apparaissent. Le long des rivières, des deltas et des zones marécageuses, certains poissons vivent dans des environnements qui sont très peu profonds et qui peuvent parfois s'assécher, qui peuvent être parfois encombrés de végétation, où la quantité d'oxygène dissous peut fortement varier. Donc, pouvoir respirer de l'air, ça peut s'avérer utile dans ces milieux-là. D'ailleurs, les poumons ne sont pas une invention apparue au moment de la sortie de l'eau, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Hein, non, c'est pas du tout. Il y a des poissons qui possèdent déjà des organes permettant de respirer de l'air. Donc ça c'est dingue. Parce que pour beaucoup de poissons, ils ne respirent que de l'eau. Hein. Dans certains milieux peu profonds, être capable de prendre appui sur le fond avec des nageoires robustes peut aussi faciliter les mouvements, les déplacements. Mais il faut faire attention à ne pas imaginer une mare qui s'assèche et des poissons obligés de ramper vers la terre en fait. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. Du tout, ça a pris énormément de temps. Et les causes de cette transition d'ailleurs, elles restent encore débattues. Et une grande partie de ces adaptations a très probablement évolué alors que les animaux vivaient encore essentiellement dans l'eau. Et une grande partie de ces adaptations a très probablement évolué alors que ces animaux vivaient encore essentiellement dans l'eau. Vers 375 millions d'années avant notre époque, on trouve justement un animal qui permet de voir cette transition presque morceau par morceau. Tiktaalik, Tiktaalik, Tiktaalik. Et comme tu peux le voir, c'est encore clairement un poisson. Il possède des écailles, des nageoires, et il vit principalement dans l'eau. Mais tu peux voir que sa tête est aplatie quand même, un peu comme celle d'un crocodile. Et surtout, elle n'est plus directement attachée aux épaules comme chez beaucoup de poissons. Et tu vois, ça change quand même. Donc Tiktaalik possède un cou mobile. Ses nageoires antérieures sont encore des nageoires, mais à l'intérieur on retrouve un numérus, puis un radius et un... Alors comment on dit ça? Et un ulna. Ouais, c'est les os qui se trouvent dans notre bras, tu sais. Je pense que t'en as déjà sûrement entendu parler, mais ulna j'avais oublié. Donc voilà, donc plus loin il y a certains os qui se forment même une articulation comparable à un poignet. Donc c'est un animal assez étonnant. Donc Tiktaalik, c'est un exemple qui est assez intéressant d'évolution, hein, parce qu'il mélange des caractéristiques qu'on associe spontanément à deux mondes différents. Mais c'est pas le poisson qui est sorti de l'eau. Et on
certains vertébrés possèdent désormais de vrais membres terminés par des doigts. Et petit à petit, cette anatomie va continuer d'évoluer. Les membres deviennent capables de supporter davantage de poids. Le bassin se renforce et se rattache plus solidement à la colonne vertébrale. La colonne elle-même devient plus robuste parce que, hors de l'eau, le corps n'est plus porté en permanence. Et ça, c'est un problème qu'un poisson ne rencontre presque pas. Dans l'eau, une grande partie de son poids est soutenue naturellement. Sur Terre, toute cette masse repose donc directement sur le squelette et les muscles. C'est pour ça qu'en fait notre corps c'est une merveille d'ingéniosité d'évolution. La respiration, elle doit elle aussi s'adapter. Mais il reste un problème beaucoup plus difficile à résoudre. Parce qu'on peut avoir des pattes, des poumons et être capable de se déplacer sur Terre, tout en restant obligé de retourner dans l'eau pour faire quoi à ton avis? Non, pas pour faire ses besoins, mais pour se reproduire évidemment. Et cette dernière dépendance va prendre beaucoup plus de temps à disparaître. Ça va être très très compliqué. C'est comme l'histoire de l'œuf ou la poule, tu verras, qui est arrivé en premier. D'ailleurs, j'ai entendu dire, je crois que c'était dans National Geographic, que les poules c'était des dinosaures et genre qu'on s'est trompé sur la peau des dinosaures et qu'en fait énormément de dinosaures avaient des plumes en fait. Enfin je sais pas, j'ai entendu ça, mais je sais pas si c'est vrai. De toute façon on verra ça dans une... Mais je crois que ça sera l'épisode suivant, on parlera des dinosaures je crois. Enfin bref, jusqu'ici même les vertébrés capables de passer beaucoup de temps sur la terre ferme restent encore liés à l'eau pour la reproduction. Et en fait le problème vient surtout de l'embryon, parce que l'embryon pour se développer il a besoin d'un environnement humide et un environnement protégé. Et chez beaucoup de tétrapodes anciens, les œufs doivent donc rester dans l'eau, ou au moins dans des milieux très humides. Et ça limite énormément les endroits où ces animaux peuvent vivre et se reproduire. Mais vers la fin du Carbonifère, une nouvelle organisation de l'œuf apparaît chez une lignée de vertébrés. Alors le Carbonifère, je vais vous donner les dates quand même, ça peut être intéressant. Carbonifère. Voilà, c'est entre 359 millions d'années et 299 millions d'années avant notre époque. Voilà. Donc 359, 299. Ça c'est le Carbonifère. Voilà, donc vers la fin du Carbonifère, donc vers 299 millions d'années, peut-être un peu plus du coup, il y a une nouvelle organisation de l'œuf qui apparaît. Et cette fois, l'embryon va pouvoir emporter en quelque sorte son environnement aquatique avec lui. Ça va tout doucement devenir un œuf en fait. Parce qu'autour de l'embryon se développent plusieurs membranes spécialisées. L'une d'elles, qu'on appelle l'amnios, forme une poche remplie de liquide dans laquelle l'embryon peut continuer à se développer sans être directement plongé dans une mare ou une rivière. L'amnios, c'est une membrane très importante. D'autres structures permettent de stocker les réserves nutritives, de gérer une partie des déchets parce qu'il y a des déchets effectivement, et de réaliser des échanges gazeux nécessaires au développement.
si on n'a plus besoin de se dérouler dans un milieu humide directement dans l'eau. Ces vertébrés peuvent donc pondre dans des environnements qui sont assez secs et surtout davantage éloignés des mares, des lacs et des rivières, etc. Et pour la première fois, certaines lignées peuvent donc accomplir tout leur cycle de vie uniquement sur la terre ferme. Et on appelle ces animaux les amniotes. Les amniotes, justement à cause de cette membrane dont je viens de vous parler, l'amnios. L'amnios, donc on appelle ces animaux les amniotes. Et ça c'est très 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 intéressant. Une petite minute de relaxation. Allez, je te refais la broche. À partir des premiers amniotes, l'histoire va rapidement se diviser en plusieurs branches. Et il y en a deux qui vont surtout nous intéresser. D'un côté, les synapsides. De l'autre, les sauropsides. Et cette séparation remonte à plus de 300 millions d'années, à la fin du Carbonifère. Autour de la fin du Carbonifère, puisqu'il se termine en 299 millions d'années. Et même si ces noms ne te disent peut-être plus rien, leurs descendants, ils sont beaucoup plus familiers, tu vas voir. Les synapsides correspondent à la grande lignée qui finira par donner les mammifères. Donc synapsides, mammifères. Donc très loin au bout de cette branche, il y a nous, les humains. Et les sauropsides, eux, ils vont donner les reptiles, puis plus tard les dinosaures et les oiseaux. Bah ça c'est dingue quand même de penser ça. On peut distinguer ces grandes lignées grâce à plusieurs caractéristiques du squelette, notamment certaines ouvertures situées derrière les yeux dans le crâne. Et c'est d'ailleurs de là que viennent leurs noms. Mais bon, après ce détail n'est pas vraiment indispensable à retenir, on est d'accord. Ce qui compte, c'est qu'à partir de cette séparation, les deux branches vont évoluer chacune de leur côté pendant des centaines de millions d'années. C'est énorme. Et au début, celle qui mène aux mammifères ne ressemble pas du tout à ce qu'on imagine quand on entend le mot mammifère. Il n'y a pas de chat, il n'y a pas de cheval, évidemment il n'y a pas d'humain. On trouve au contraire des animaux qui, à nos yeux, peuvent ressembler davantage à des grands reptiles en fait. Et il y en a un qui provoque encore beaucoup de confusion. Et je le vois dans les jeux vidéo, etc. C'est le Dimétrodon. Dimétrodon, tu l'as déjà vu dans des... C'est sûr, tu l'as déjà vu dans des livres, dans des jouets, dans des films, dans des jeux vidéo. En fait, c'est un animal qui a une énorme voile sur le dos. Tu sais quoi, je vais quand même te mettre l'image de cet animal-là. C'est pas un dinosaure, c'est un animal. Il a même vécu bien avant les dinosaures, au début du Permien. Et surtout, c'est un synapside. Il appartient donc à notre côté de l'arbre évolutif. Pendant ce temps, les continents eux-mêmes sont en train de se rapprocher progressivement. À la fin du Carbonifère, puis pendant le Permien, parce qu'après le Carbonifère, il y a le Permien, presque toutes les terres émergées finissent par se réunir
Plusieurs lignées commencent aussi à se développer progressivement, avec certaines caractéristiques que l'on trouvera bien plus tard chez les mammifères. Sur les immenses terres de la Pangée, les écosystèmes terrestres deviennent alors de plus en plus complexes. Et surtout, à cette époque, les dinosaures ne dominent pas encore le monde. Il n'existe même pas, je préfère être clair avec vous. Ils n'apparaîtront qu'après la grande extinction qui marquera la fin du Permien. Et on va tout de suite la voir, cette extinction. Mais d'abord, un petit peu de relaxation. Voilà, détends-toi. Et écoute. Ce monde rempli de grands animaux ne va pas durer, parce qu'à la toute fin du Permien, il y a donc environ 252 millions d'années, quelque chose commence à dérégler la planète. À cette époque, dans une région qui correspondrait aujourd'hui à la Sibérie, il y a une activité volcanique énorme qui se produit pendant des centaines de milliers d'années. Et elle formera ce qu'on appelle aujourd'hui les traps de Sibérie, d'immenses couches de roches volcaniques qui recouvrent encore une partie de la région. Et ces événements coïncident avec la plus grande extinction de masse connue de l'histoire de la Terre. Le problème ne vient pas simplement de la lave qui détruit tout autour des volcans. Les conséquences, elles vont beaucoup plus loin. C'est cette activité volcanique qui libère directement ou indirectement d'énormes quantités de gaz dans l'atmosphère, et notamment du dioxyde de carbone. Le cycle du carbone est donc complètement perturbé, et sur le long terme, la planète se réchauffe énormément. Les précipitations changent. Certains environnements terrestres deviennent extrêmement difficiles à vivre et les écosystèmes commencent à s'effondrer. Et comme souvent, ce qui se passe sur les continents finit aussi par avoir des conséquences dans les océans. L'eau des océans se réchauffe, elle aussi. Or, une eau plus chaude peut contenir moins d'oxygène. Et en parallèle, les changements sur les continents et l'arrivée de nutriments dans les mers perturbent encore davantage leur fonctionnement. Dans de vastes régions océaniques, l'oxygène devient très très rare et il disparaît presque complètement dans certaines zones. Et bien sûr, l'augmentation du dioxyde de carbone contribue aussi à modifier la chimie des océans et à leur acidification. Et pour énormément d'espèces marines, notamment celles qui ont besoin de beaucoup d'oxygène ou qui construisent certaines structures minéralisées, les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Et cette fois, la crise, elle touche pratiquement tous les grands écosystèmes. Dans les océans, une énorme partie des espèces disparaît. Et sur le continent aussi,
considérable. Il est difficile bien sûr de donner un pourcentage, hein, parce que voilà, les estimations dépendent des groupes étudiés, de la manière dont on mesure l'extinction. Puis c'est quelque chose qui est très ancien. Mais aucune autre extinction connue n'a provoqué une crise biologique d'une telle ampleur, ça c'est clair. Et on a tendance à retenir la météorite qui a éteint les dinosaures, mais c'est pas du tout ça. C'est pas le même niveau de mesure. Celle-ci est beaucoup plus importante. Enfin bref, là il y a carrément les chaînes alimentaires qui s'effondrent. On a des groupes qui existaient depuis des dizaines de millions d'années qui disparaissent, et les écosystèmes qui avaient mis si longtemps à se construire et qui semblent si fragiles sont complètement bouleversés. À la frontière entre cette époque qui est le Permien et l'époque suivante qui est le Trias. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit Tria ou Trias, mais il me semble que c'est Trias. Le monde qui ressort de cette crise, il est méconnaissable. Et bien sûr, la vie n'a pas disparu. Il y a quelques lignées qui ont survécu, parfois dans des conditions qui sont très difficiles. Mais elles héritent d'une planète qui a totalement changé, hein, et où il y a énormément de place, hein, de vide. Et ce sont les descendants de certains de ces survivants